INA Podcast. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Station Service, un film radiophonique de Jacques Fayet, avec Michel Bouquet, Pierre Vernier, Maurice Chevitte, Jean Bollot, Georges Carmier, Jean-Pierre Lituac, Evelyne Chétrit, Laurence Weber, Rosie Vart et Jean-Charles Thibault. Bruitage Jean Berriac. Assistante Odette Jaudry. Réalisation Pierre Billard. La direction commerciale, s'il vous plaît. Au deuxième étage, il n'y avait qu'à suivre la flèche. Merci. De rien, monsieur, je suis là pour ça. Non, Ouais. par l'escalier. Pardon. L'ascenseur est en panne. Bon. Et pas à gauche, à droite, l'escalier. Merci. Monsieur Guillaumin, s'il vous plaît. Guillaume, vous avez rendez-vous? Oui, monsieur Guillaumin m'attend. Oh, ça m'étonnerait. Monsieur Guillaume n'est pas arrivé. Alors, c'est qu'il est en retard. Quoi? À 9h précises, avait-il dit. C'est très désagréable. Possible, mais il n'est pas là. Alors attendez-le si vous voulez. Non, vaut mieux que vous l'attendiez là, au moins. Et là, il y a des chaises. Merci, monsieur. Mais de rien, monsieur, je suis là pour ça. Tenez, Félix, à faire partir au courrier. Un échantillon. Oui, mais bien sûr, monsieur Paul. Tenez, pour le courrier, Félix, c'est à recommander. En recommandé, oui, d'accord. N'oubliez pas, c'est urgent. Mais on n'oublie rien, ça va être... Oh là là, que ça commence ce matin. Bonjour Félix, ça va ce matin? Bonjour, monsieur Jean, ça va. Commence à faire frisquet. Ah oui, t'as été une cigarette? Ah non, ça, jamais pendant le service, monsieur Jean. Si on me demande, Félix... Comme d'habitude, je fais monter à votre bureau. Remarquez qu'hier soir, la petite demoiselle, hein, elle n'a pas demandé de permission, elle est tout droit qu'elle y est allée. T'es mignonne, d'ailleurs. Je sais pas comment vous faites, monsieur Jean, mais elles sont toujours ravissantes, hein. Et quelle petite? Quelle petite... Oh, je l'ai bien vu, hein. Je fermais les grilles quand elle est passée, c'est pour ça que je l'ai pas arrêtée. D'ailleurs, à quoi ça aurait servi, hein? Une belle fille qui passe dans cette maison, elle va toujours dans la même direction. Hein? Votre bureau? Vous buvez trop, Félix. Oh. Ça vous jouera un mauvais tour. Ça alors, c'est moi qui bois trop. Il y en a, je vous jure. Bonjour Félix. Je me dépêche, je suis encore en retard. Mais oui. Là, mademoiselle Micheline, votre courrier. Il est encore là, c'est le patron, il n'est pas arrivé. Oh bon, si j'avais su, j'aurais moins couru. Quelle heure est-il? Ça va être le quart. La Micheline est trop dormie ce matin. Patron aussi, à ce qu'il paraît. Hein. Il y a un monsieur qui l'attend, il avait rendez-vous à 9h. Vous le ferez monter tout à l'heure quand monsieur Guillaumin sera arrivé. À tout à l'heure, Félix. Et là, Micheline, bonne journée. Elle est mignonne, vraiment, Micheline. Alors, monsieur Guillaumin est arrivé, oui ou non? Voilà non. un quart d'heure que je l'attends. Je sais, mais il n'est pas encore là. Ah. Oui, mais faut pas vous impatienter, monsieur. Moi, je vais bien attendre midi avant de pouvoir revoir un coup. Et pourtant, j'ai le dossier sec, là. Ouais, ça peut rien qui passe. Alors, et il a fait froid toute la nuit. J'ai pas dormi. Vous permettez que je réponde? Allô? Oui, c'est Félix, mademoiselle Micheline, c'est Félix. Hein? Mais... Non, allô? Oh, elle a raccroché. Je disais, voilà un Oui. quart d'heure que j'attends monsieur Guillaumin. Ah oui? Ah bah j'arrête, monsieur, mais vous pourrez pas voir monsieur Guillaume. Et pourtant, j'avais rendez-vous. Mais monsieur Guillaume est mort. Jean. Pardon, monsieur Jean, vous allez à l'usine maintenant? Oui. Vous pouvez m'emmener? Parce que je sais pas, oser venir à vélo, le cimetière, vous êtes quand même un peu loin. Oui, d'accord. Ma voiture est devant l'entrée. Merci, monsieur Jean. Attention. Comment allez-vous rentrer, Micheline?
Je peux vous déposer si vous voulez. Non, je vais prendre un taxi. C'est ridicule, la voiture est là. Je vous en prie, Paul, laissez-moi tranquille. Comme vous voudrez. Cependant, Micheline, comme il y a peu de chances pour que nous soyons seuls, vous et moi, pendant quelque temps, je voudrais vous dire... C'est inutile, Paul. Nous nous sommes dit déjà tant de choses. Maintenant, tout ce que nous pourrions ajouter serait de la trahison. Rassurez-vous. Je voulais seulement vous dire que si je ne l'aimais pas, je regrette qu'il soit mort. Surtout comme cela. Si vous me permettez d'ajouter encore un mot, je voudrais que vous sachiez que vous pouvez compter sur moi, quoi qu'il arrive. Je n'aurai besoin de rien. Oh. Savez-vous qui est cette femme? Sa sœur, Madame Allard. Non, l'autre, avec le manteau bleu. Je ne sais pas. Quelqu'un de la famille, sans doute. Je ne l'ai jamais vu. Pourquoi l'enquête n'est-elle pas terminée? Ce sera très rapide maintenant, presque une formalité. Le suicide est évident. Quels sont vos projets pour après? Je n'en sais rien. Bref, commissaire, la position du corps de M. Guillaumin, la trajectoire de la balle, tirée à bout portant dans la région du cœur, la position du revolver à quelques centimètres de la main droite, tout m'a fait conclure au suicide de M. Guillaumin. C'est pour cela que j'ai accordé le permis d'inhumer. Et le ministère public ne s'y est pas opposé. Mais voilà que tout est remis en question et que vous désirez d'autres détails. Aussi, je peux vous confirmer qu'il s'est donné la mort entre 23h et 23h30. J'espère que ce rapport, pour rapide qu'il soit, rejoint vos propres déductions. Mes déductions, docteur. Combien faut-il en faire pour mener à bien une enquête? Et le malheur, c'est que la seconde contrarie toujours la première. La première déduction, je l'ai établie d'après ce que l'on m'a dit. Ce que l'on m'a dit, vous l'aviez vu vous-même, et sur ce point nous étions d'accord, Monsieur Guillaumin s'est suicidé. Mais la seconde déduction est arrivée presque aussitôt. Fournie par les rapports des laboratoires de la préfecture de police. Ces rapports, docteur, confirment généralement ce que d'autres ont pensé avant moi. Il n'y a rien de plus trompeur que ce que l'on voit. C'est pour cela que l'enquête continue et que j'en suis chargé. C'est une énigme, commissaire? Non, non. Mais écoutez ceci. Le revolver trouvé à côté du corps de M. Guillaumin est bien celui avec lequel la balle a été tirée. Là-dessus, aucun problème. La crosse et le canon du revolver ne portent aucune empreinte. Il y a simplement quelques traces de graisse. Comment expliquez-vous cela, docteur? Monsieur Guillaumin, nous le savons, ne mettait pas de gants à son bureau. Le revolver devrait au moins porter des empreintes, les siennes. Un autre détail aussi qui peut être à son importance, on a trouvé une épingle à cheveux. La secrétaire? Non, nous avons vérifié. Elle porte les cheveux courts et rien ne les retient. D'autre part, elle est la seule à aller et venir dans le bureau de M. Guillaume. Une visiteuse, sans doute. Peut-être, docteur, peut-être. Mais en matière d'enquête policière, peut-être une locution que nous n'aimons pas. Alors, docteur, ce que je viens de vous dire se vérifie une fois encore. Nous avons été trompés par des apparences. Si nous devons en tirer une moralité, disons que la première impression n'est jamais la bonne. Monsieur Guillaumin ne s'est pas suicidé, il a été assassiné. Par un maladroit, je vous l'accorde. Mais depuis quand la maladresse est-elle garante de la vertu? Dans ce cas, commissaire, je ne vous suis plus d'aucune utilité. Ma science n'est pas assez grande. La médecine en est encore à croire à ce qu'elle voit. Je regrette d'ailleurs que les médecins ne soient pas sorciers ou prophètes. Être infaillible, commissaire, le rêve de tout honnête homme. Celui des assassins aussi, docteur. On ne s'y reconnaîtrait plus. C'est par ici. Je vous raconte. Au revoir, docteur. Au revoir, commissaire. Maxime, veux-tu venir, s'il te plaît? Voilà, patron. Tout le monde est là? Pratiquement, oui. La cérémonie a duré assez longtemps, ils arrivent les uns après les autres. Le cimetière est à Montrouge, ça fait une trotte. Par qui voulez-vous commencer? Le gardien de nuit. Le gardien de nuit. Voyons, monsieur Félix Conan. Oui. Ah ben, il est là, je viens de le voir. Il a l'air entre deux vins.
Appelle-le. Monsieur Félix Conan. Je le tiens. Entrez, le commissaire va vous interroger. Oui, on va m'interroger. Monsieur le commissaire, c'est que je sais rien, moi. Mais pourquoi moi, d'abord, je suis que le gardien? Justement, vous êtes le gardien de nuit. Oh, de nuit. De nuit comme de jour, on peut dire. Hein? Comment cela? Bah oui, quoi. On est deux. Il y a Adrien à la chaussée et moi, alors on s'est arrangé. Et vous? On fait 24 heures d'affilée, comme ça, on a un jour de repos sur deux. Hein? Ah mais attention, hein. Le patron était d'accord. Du moment que le travail était fait, hein, quelle importance? Aucune. Vous arriviez vers quelle heure? À 7 heures du soir pour prendre la relève. Donc, celui qui était de garde couchait à l'usine. Évidemment, il faut bien dormir. Hein. Enfin, excusez-moi, mais dormir, c'est beaucoup dire. C'est qu'il y a les rondes à faire. La première à 7 heures après la fermeture, et puis les autres à 8 heures, à 10 heures, à minuit. Toutes les 2 heures, quoi. Alors, pour dormir, hein, on peut pas dire qu'on dorme beaucoup. Et pendant vos rondes, vous visitez les bureaux? Madame, les bureaux, les ateliers, les entrepôts, tout, quoi, tout. Alors comment expliquez-vous ne pas avoir découvert M. Guillaumin dans son bureau lors de votre ronde de minuit? Comment j'ai... Oui. Oui. Ah bah, je sais pas, moi, c'est le fait du hasard, comme qui dirait. Ne serait-ce pas plutôt que vous n'avez pas fait de ronde à minuit? Ne serait-ce pas plutôt que vous n'étiez pas dans l'usine? C'est la mère Andréani qui vous l'a dit? Qui est-ce? Non, c'est la femme qui tient le café en face. Bon, pour 1000 balles, elle tuerait père et mère. Enfin, dis-moi, je dois toujours un peu d'argent, mais j'y rends, quand j'ai touché ma paie, j'y rends, j'ai jamais roulé d'un sou, moi, jamais, elle peut vous le dire. Elle me l'a dit. Elle m'a dit aussi que vous aviez joué au 421 jusqu'à 1h du matin. Vous avez perdu pas mal de tournées. Bah, j'avais pas la main. À 1h du matin, elle a refusé de vous servir à nouveau. Vous aviez beaucoup bu. J'étais avec des copains, quoi. Vous savez ce que c'est, commissaire, un verre, un peu un autre. Bref, vous n'avez pas fait de ronde. Je me suis étendu, quoi. Puis j'ai dormi, un peu. Bah, puisque vous le savez, autant que je vous le dise. Je sais aussi que toutes les nuits où vous êtes de garde, vous restez jusqu'à minuit ou 1h du matin chez la mère Andréani, comme vous dites. Oh, comme toutes les nuits. Toutes les nuits, oui. Et lorsque vous rentrez enfin à l'usine, vous êtes dans l'incapacité de faire la moindre ronde. Ce qui fait qu'il était suffisant d'être au courant de vos habitudes, et qu'il ne l'était pas. Pour aller et venir dans les bureaux, dans les ateliers, dans les entrepôts, sans être importuné. Car vous n'avez rien vu, rien entendu. Bah, rien, non. Vous saviez que M. Guillaumin n'avait pas quitté l'usine. Oui, mais ça, tout le monde pouvait le savoir. Ça y arrivait fréquemment. C'est pour ça qu'il fermait jamais à clé la petite porte à côté de ma loge. C'est lui qui préférait ça. Oui, c'est bien, mais il aimait pas déranger son personnel. Bon. Vous pouvez vous retirer. Bien, commissaire. Mais, excusez-moi, mais est-ce que je vais perdre ma place? Sinon, moi, je vous promets, monsieur le commissaire... Non, ne promettez rien, Félix. Je ne vous promets rien non plus. Hein? Nous ne serons déçus ni l'un ni l'autre. Au suivant, Maxime. Patron, il y a là la sœur de la victime, Madame Allard, qui vient d'arriver. Vous la recevez tout de suite? Effondrée? Oh non. Impatiente, nerveuse. Parfait. Rien n'est plus ennuyeux à interroger qu'une femme trop calme. Elle répond toujours à côté. Une femme nerveuse ment tout autant, mais ses nerfs finissent toujours par la trahir. Elle se trompe, se trouble, et finit par dire ce qu'elle voulait cacher. Leur sincérité dépend avant tout de leur état de santé. Dites-lui de venir. Madame Allard, s'il vous plaît. Entrez, madame. Entrez, je vous en prie. Asseyez-vous. Merci, monsieur le commissaire. Madame, je sais combien il va vous être pénible de voir cette enquête se poursuivre alors qu'on pouvait la croire terminée. Votre frère ne s'est pas suicidé comme nous l'avons tous cru, mais... Je ne l'ai jamais cru, monsieur le commissaire. Comment? Non, monsieur le commissaire. À aucun moment. Mon frère n'avait aucune raison de se suicider. Cette usine lui appartenait et vous avez pu vérifier qu'elle tournait à plein rendement. D'autre part, son médecin a dû vous dire que sa santé était parfaite. Mon frère était un homme riche, équilibré. Je crois même qu'il était heureux. On ne se suicide pas pour cela. Et vous n'avez rien dit? Non.
Si je m'autorisais à être cynique, ou tout à fait franche, enfin, l'un ne va pas sans l'autre, je vous dirais que je n'aimais pas mon frère, et qu'il m'importe peu qu'il se soit donné la mort ou qu'on la lui ait donnée. Mais ça n'est pas cela la vraie raison de mon silence. Une enquête autour d'un crime, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime crapuleux, ne va jamais sans remuer beaucoup de boue, et cela je ne le voulais pas. Ne me demandez pas pourquoi, je ne saurais pas vous répondre. Je ne vous dirai même pas que c'est par esprit de famille, je hais la famille. La vôtre? La mienne, oui. Il faut abdiquer trop d'ambition pour s'en accommoder. Ne serait-ce que l'ambition d'être heureuse. Indépendante aussi. J'ai dit heureuse, commissaire. Indépendante, forcément. Votre frère exerçait-il sur vous une autorité quelconque? Celle que lui conférait son rôle d'aîné, d'abord. Il s'inventait des responsabilités. Il pensait que toutes les actions faites en dehors de lui devaient fatalement être des erreurs. Il usait de ce droit de veto qu'il croyait avoir acquis avec la fortune. Il n'y a rien comme la fortune, monsieur le commissaire, pour donner de l'autorité. Cette fortune dont vous parlez, la tenait-il de votre famille? Oui, de mon père, très exactement. À sa mort, j'ai eu le quart auquel j'avais droit. Ce fut, si vous voulez, ma dot. Et ce fut tout. Mon frère eut la totalité du reste. Parce qu'il était l'aîné, le fils, le dépositaire du nom. Guillaumin, vous pensez? Il y a dans les grandes familles, monsieur le commissaire, un côté médiéval. C'est un peu comique. Votre frère n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant. Non. Il y a quelques années, il avait eu une liaison. Un caprice, plutôt. Un caprice délicieux, d'ailleurs, une danseuse. Le temps de l'installer dans un 2 pièces de la rue Moncey, il s'en était lassé. Elle s'est accrochée quelque temps. Que voulez-vous, il faut bien vivre. Et puis, sans doute est-elle retournée à ses entrechats. En fait, commissaire, depuis ce matin, j'ai révisé mon jugement trop sévère sur cette personne. Elle était à l'enterrement. Vous l'avez vue? Oui. Elle a suivi le cortège très discrètement. Elle n'a parlé à personne. Elle avait sur le visage l'air chagriné qui convenait. Parfaite. Comment était-elle coiffée? Oh, mon Dieu, commissaire, si lui accordait beaucoup d'importance. Elle a les cheveux longs, je crois. D'ailleurs, toutes les danseuses ont les cheveux longs. Les imaginez-vous dansant le lac des Cygnes coiffés à la garçonne? Les cheveux longs, c'est ça. Elle les met en chignon. Vous connaissez son nom? Sophia. Sophia Kortakov. Alors, rassurez-vous, elle est née à Pontoise comme tout le monde. Mais elle est danseuse. Tout le talent de ces demoiselles est dans leur pseudonyme. Bref, votre frère étant célibataire et n'ayant pas d'enfant, selon toute vraisemblance, vous voilà héritière. Oui, commissaire. Cela risque de me causer beaucoup d'ennuis. Votre mari vous a-t-il accompagné? Non. Je vous prie d'ailleurs de m'excuser, car c'est moi qui ai insisté pour qu'il restât à la maison. Voilà plusieurs jours qu'il traîne une grippe. On ne commande pas ces petits inconvénients. Mais il se tient à votre disposition, à la villa. Nous habitons Enghien, 12 avenue du Lac. Vous êtes venu par le train? Non, un ami m'a accompagné avec sa voiture. Je ne peux malheureusement pas conduire moi-même, mes réflexes sont contraires, paraît-il. Cela n'a l'air de rien, monsieur le commissaire, mais voilà de ces petits détails qui vous livrent à la dépendance d'autrui. Aussi, j'aimerais ne pas faire attendre davantage cet ami. Puis-je disposer? Une question encore auparavant. Où étiez-vous le soir du crime? Vous devenez plus direct, commissaire. Mais voici dans Suspect. Vous allez être déçu, j'étais au cinéma. Non, pas à Enghien, mais à Paris. Oui, j'étais à Paris depuis le matin pour faire des courses et visiter des amis. Après le dîner, je suis allée dans un cinéma des Champs-Élysées à la séance de 10h. J'ai pris le dernier train à la gare du Nord. J'étais chez moi vers 1h. Votre mari vous accompagnait-il? Non, il était au lit avec cette même grippe qu'il tient à la chambre encore aujourd'hui.
Vous m'attaquez de toutes parts, commissaire. Il vous faut des précisions. Attendez, le film s'intitulait Casino de Paris, oui, avec Gilbert Bécaud. Et Zizi Jeanmet. Je sais, nous l'avons vu la semaine dernière, ma femme et moi. Ah oui. Eh bien voilà, c'est tout, madame, vous pouvez disposer. Maxime, raccompagne madame. Mais patron, Je t'en prie, Maxime, raccompagne madame. Par ici, madame, si vous voulez bien. Vous verrez Jean Anguin, commissaire. En ce cas, venez déjeuner. Nous nous mettons à table à 12h30. Oui, cette exactitude est un peu rigoureuse, mais chez les Guillaumin, on se met toujours à table à 12h30. C'est un principe. Les principes, commissaire, ce sont eux qui font les grandes familles. Pardonnez-moi, patron, mais vous avez fait une erreur. Casino de Paris. Et alors? Zizi Jeanmer n'a jamais été la vedette de ce film. C'est une actrice étrangère. Une Allemande, je crois. Oh, comment elle s'appelle-t-elle? Katrina Valente. Ah, vous le saviez? C'est Madame Allard qui a commis une erreur. Elle n'était pas au cinéma ce soir-là. Et vous la laissez partir? Mais à Anguin, Maxime, c'est pas le bout du monde. Bon. Qui avons-nous encore à interroger? La secrétaire personnelle de Monsieur Guillaumin, Micheline Lecado. Puis les ingénieurs, les ouvriers de l'usine. Il y a de grandes chances pour qu'ils ne sachent rien. J'en ai déjà questionné quelques-uns. En général, ils aimaient Monsieur Guillaumin. Alors, par qui commence-t-on? Par la secrétaire? Jolie. Oh, mieux que ça, patron. Belle et très élégante. Elle a un petit air tragique assez émouvant. On a envie de la consoler. D'autant plus qu'elle est en deuil. Sans doute a-t-elle perdu quelqu'un, peut-être. Mon pauvre Maxime, une idée à la fois, mais jamais deux en même temps. Une idée à la fois, mais... Comment ça, patron? Tu n'as pas remarqué une phrase de Madame Allard? Mon frère était un homme riche, équilibré. Je crois même qu'il était heureux. Oui. Cette quasi-certitude était pour nous donner une leçon. Moralité, voulait-elle dire, chercher la femme. Et cette femme est derrière cette porte. Belle, tragique et en deuil. Fais-la entrer. La secrétaire? Oui, fais-la entrer. Tout de suite, patron, tout de suite. Mademoiselle Micheline Lecado. Entrez, mademoiselle. Asseyez-vous, mademoiselle. Contrairement aux apparences... Je sais, monsieur le commissaire. Contrairement aux apparences, monsieur Guillaumin ne s'est pas suicidé. On l'a assassiné. Je préfère ça. Expliquez-vous. J'ai beaucoup réfléchi, monsieur le commissaire. Je ne comprenais pas pourquoi monsieur Guillaumin s'était suicidé. Il n'avait pas de raison, vraiment. C'était illogique. Un homme à qui tout réussit ne se suicide pas. Par contre, un homme à qui tout réussit a beaucoup d'ennemis. Et je sais qui l'a tué. Vous savez? Oui. Je dois vous dire que... Si vous le permettez, commissaire, je dois remonter quelques années en arrière. Il y a 6 ans, je suis entrée dans cette usine comme secrétaire de direction. Elle appartenait alors à monsieur Guillaumin père. En même temps que moi entrait Paul Alnay, l'actuel ingénieur en chef. J'étais jeune, je ne suis pas... Enfin, bref, je devais la maîtresse de Paul Alnay. La tranquillité de cette liaison me fait croire que c'était une liaison heureuse. Ce n'était en réalité qu'une liaison ennuyeuse. Je ne le sus qu'un an plus tard, lorsque M. Guillaumin est décédé. Ce fut son fils Jacques qui prit la tête de cette affaire. Poursuivez, je vous en prie. Je crois que nous n'avons pas très bien su l'un et l'autre comment cela s'est fait. Je pense, commissaire, qu'il n'y aurait que les romans à 4 sous pour expliquer un tel bouleversement, une telle passion. Oui. Oui, de la passion, c'était bien cela, en effet. Mais Paul Alnay, dans tout cela, que devenait-il? Bien, je croyais qu'il avait compris que nous nous étions trompés. Ou sans doute a-t-il souffert au début. Puis il était devenu très calme, presque serein. Nous avions essayé de rester amis, et nous y étions arrivés. Continuez. Jusqu'au matin du jour où on a tué Jacques Guillaumin. Je vous en prie, continuez, mademoiselle. Je suis arrivée au bureau très tôt. J'avais une grande nouvelle pour Jacques.
Je craignais de la lui faire connaître, mais j'en étais très fière à la fois. J'attends un enfant, commissaire. Quelle réaction a eu Jacques Guillaumin? Une réaction très curieuse. Il n'a rien dit tout d'abord. Puis il a décroché le téléphone pour appeler sa sœur. Que lui a-t-il dit? Essayez de vous souvenir. Oh, je m'en souviens sans peine, commissaire. Il lui a dit, ma chère, j'ai une bien mauvaise nouvelle pour vous. Jacques Guillaumin va être père. Qui était au courant encore? Paul. Oh, pourquoi lui ai-je dit? Cela faisait 5 ans que nous étions séparés. J'étais sûre qu'il avait pardonné, oublié. Mais j'ai vu dans son regard qu'il n'en était rien. Le soir même, on tuait Jacques. Voilà. Je voudrais m'en aller maintenant. Oui, naturellement, naturellement. Par ici. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, commissaire. Maxime. Voilà, patron. Il y a justement un bonhomme qui veut vous voir. Tout à l'heure, tout à l'heure. Demande-moi un certain Paul Alnay. Alnay? Oui. Je l'ai sur ma liste. Hein? Ah oui, patron, j'ai établi une liste de tous ceux qui touchaient la victime d'un peu plus près que les autres. Mais voyons... Ah voilà. Alnay, Paul, ingénieur en chef. Il est à côté, patron, il attend avec les autres. Fais-le venir. Il est dans le coup? Je n'en sais rien. Mais Madame Allard a raison. On remue beaucoup de choses, beaucoup trop. Il existe des jours, Maxime, où j'aimerais être en retraite. Fatigué, patron? Fatigué, oui. C'est le mot. Alors, appelle-le. Oui. Monsieur Alnay. Entrez, monsieur. Monsieur, je serai bref. Mademoiselle Locado sort de ce bureau. Vous l'avez vu? Oui. Donc, vous savez que je sais. Vous savez quoi, commissaire? Que vos relations avec monsieur Guillaumin étaient, disons, inamicales, peut-être même tendues. Mais où avez-vous pris cela, commissaire? J'étais dans cette usine l'employé de monsieur Guillaumin, j'avais avec lui les rapports qu'a l'employé envers son patron, strictement. Sans doute ne l'aurais-je pas fréquenté en dehors du service, ne l'aurais-je pas choisi comme ami. Mais il n'en demandait pas tant. C'est une autre question. Dans le travail, je l'estimais. Je ne demande pas autre chose aux gens avec lesquels je collabore. L'estime est le seul impératif dans le travail. La situation dans laquelle vous vous trouviez, cependant... Vous parlez, commissaire, des sentiments que l'on éprouve d'homme à homme. Il n'avait pas cours ici. J'étais chargé de faire tourner cette usine, elle tournait. Monsieur Guillaumin devait me payer, il me payait, c'est tout. Avec, je vous le répète, une estime que je crois mutuelle. Où étiez-vous le soir où monsieur Guillaumin est mort? Chez moi. Seul? Seul, oui. Je le regrette. Je veux dire que je regrette d'être seul chez moi, non pas que cela pose un problème. Oh, j'avais compris. Où peut-on vous joindre? À l'usine jusqu'à la fermeture. Dans la soirée, chez moi. Je vous remercie. Ah, encore un mot, pourtant. Espériez-vous que les choses s'arrangeraient entre mademoiselle Locado et vous? Je l'espère toujours, monsieur le commissaire. Je sais que la mort de Jacques Guillaumin va aider singulièrement mes projets. Je ne m'en félicite pas pour autant. J'aurais préféré l'obtenir de moi-même, avec de la patience. Vous en avez eu déjà beaucoup. C'est ma seule qualité, commissaire. À ce point-là, ça devient presque un défaut. J'étais prêt à en avoir bien davantage. Les gens expriment leur volonté de différentes façons, les uns en criant, en pleurant, suppliant, les autres en étant patients. D'autres encore en tuant. Je suppose que ceux-là sont des gens nerveux. Moi, commissaire, je suis calme. Très calme. Je préfère attendre. Bonsoir. Calme, mais susceptible. Alors, patron, qu'est-ce qu'on fait? Je vous rappelle que le bonhomme est toujours là. Il voudrait être reçu, un certain monsieur Rousseau. Mais qu'est-ce qu'il veut? Oh, bah ça, j'en sais rien, patron. C'est confidentiel, m'a-t-il dit. Il veut parler qu'à vous. Il est notaire, paraît-il. Mais quelle manie as-tu de dire les choses importantes à la fin des phrases? Mais la recherche de l'effet, hein? Je le reçois tout de suite, mais fais-le entrer. Eh ben bon, tout de suite. Monsieur Rousseau, le commissaire vous reçoit un instant. Ah,
Ah, commissaire, comme je vous remercie. Mon temps est si précieux. Permettez-moi de me présenter. Vincent Rousseau, 2e clerc en l'étude de Maître Buffard, notaire à Paris. Asseyez-vous, je vous en prie. Non, je vous remercie, monsieur le commissaire, mais je suis assis toute la journée. Je suis clerc de notaire, n'est-ce pas? Et puis, s'asseoir donnerait à cette conversation une tournure détendue. Nous sommes en fonction, vous et moi, et nous ne saurions parler de tout et de rien sans être déloyaux. Envers qui, monsieur? Mais envers monsieur Guillaumin. Je veux dire, envers la victime, puisque c'est hélas le mot qu'il convient d'employer. Le suicide nous paraissait déjà invraisemblable, mais le crime, monsieur le commissaire, nous paraît extravagant. C'est cela, extravagant. Maître Buffard me le disait encore ce matin, en lisant la presse qui commence à parler de cette malheureuse affaire. Monsieur Guillaumin était votre client? Oui, monsieur le commissaire, et son père l'était avant lui. L'étude s'occupe des intérêts de la famille Guillaumin depuis plusieurs générations. Aussi sommes-nous atterrés. C'est le mot qui convient, atterrés. Maître Buffard me le disait encore ce matin. Venons-en à l'objet de votre visite, voulez-vous? Certainement, monsieur le commissaire, certainement. Il y a quelques jours, monsieur Guillaumin a téléphoné à notre étude. Il voulait remanier ses dispositions testamentaires. J'ai l'impression, commissaire, de commettre quelque indiscrétion. Mais maître Buffard m'a assuré du contraire. Un crime, m'a-t-il dit, est chose exceptionnelle. Notre conduite doit l'être en conséquence. Le secret qui nous est imposé d'ordinaire ne saurait être rigoureux en de telles circonstances. Et puis, il est vrai que vous n'êtes pas un homme, mais un policier. Oui, la nuance est très judicieuse. Je vous en prie, calmez vos scrupules. Je vous écoute. Monsieur Guillaumin, donc, désirait qu'en cas d'accident, une rente très importante soit versée sur la tête de sa secrétaire, mademoiselle Micheline Locado. Ce qui, naturellement, immobilisait une grande partie du capital et réduisait considérablement l'héritage qui, jusqu'alors, aurait dû être remis intégralement à madame Allard, la sœur de monsieur Guillaumin. Mon client m'avait donc demandé d'établir un projet sur ces nouvelles indications et je devais les lui porter à signer le lendemain matin. Nous avions pris rendez-vous à 9h dans son bureau. Malheureusement, commissaire, je ne l'ai pas vu. Madame Allard avait peu hérité de son père, n'est-ce pas? C'est-à-dire, monsieur le commissaire, que madame Allard, à la mort de son père, a reçu une forte somme, correspondant au quart de la succession. Madame Allard s'étant mariée sous le régime de la communauté, monsieur Guillaumin père, en agissant ainsi, espérait que, quoi qu'il arrivât, le patrimoine qu'il avait constitué ne serait jamais morcelé. Il pensait, je suppose, à cette usine, qui était sa plus grande fierté. L'étude de maître Buffard s'occupe-t-elle également des intérêts de madame Allard? Des intérêts, cela est beaucoup dire. Nous lui avons consenti des prêts à plusieurs reprises. Il semble que ses affaires soient moins brillantes que ne l'étaient celles de son frère. Voilà, commissaire. Maître Buffard a pensé qu'il vous serait peut-être utile de connaître ces détails. Sans doute sont-ils un peu minces, mais voilà bientôt 40 ans que je suis clerc, et c'est la première fois que je me trouve dans une telle situation. Aussi, je ne sais pas très exactement ce qui est important ou ce qui ne l'est pas. En outre, il est très pénible d'expliquer des choses qui devraient rester dans nos dossiers. Ne vous excusez pas, monsieur Rousseau, je comprends très bien votre jeu. Vous avez raison, le crime est extravagant. Oui. Il est normal que devant lui, on se trouve désorienté. Je parle bien entendu pour la majorité des hommes, non pour les policiers. Peut-être allez-vous pourtant pouvoir me donner un renseignement plus important que les autres. Oh, je le souhaite, commissaire. Monsieur Guillaumin a acheté il y a quelques années un appartement rue Moncey. Oui, en effet, mais... Mais quoi? Il ne l'a pas acheté, à proprement parler, du moins. Non, il l'a acheté, bien sûr, mais pas pour lui. Et je sais cela, disons qu'il s'est montré généreux. Il n'y a rien là de blâmable. À quel numéro de la rue Moncey, le savez-vous? À vrai dire, monsieur le commissaire, c'est moi qui ai indiqué cet appartement à monsieur Guillaumin. Oui, je savais qu'il voulait faire cet achat. Je bricole un peu en dehors de l'étude. Oui, la retraite est proche et, ma foi, un petit supplément... C'est bien normal, c'est bien normal. À quel numéro? Au 17. Vous êtes compréhensif, commissaire. J'aimerais que maître Buffard ne soit pas au courant il de ne le sera pas, soyez tranquille. Au revoir, monsieur Rousseau. Au revoir, monsieur le commissaire. Merci, merci beaucoup, monsieur. Alors, patron, on continue? On prépare la voiture. Nous allons rue Moncey, au 17.
Qui est là? Police. C'est moi que vous voulez voir? Mademoiselle Sofia Kortakov. Oui, c'est moi, mais... N'ayez pas peur. On peut entrer? Mais oui, naturellement. C'est un peu en désordre, excusez-moi. Asseyez-vous. Vous pouvez enlever ces affaires. Tenez, mettez-les sur le lit. Vous voulez boire? Ah non, merci. Vous étiez au cimetière ce matin. Ah, c'est pour ça. Oui, je me doutais bien en y allant que ça m'attirait des ennuis, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Ça m'a fait de la peine. On a beau se dire une fois que les choses sont finies, qu'elles sont bien finies, on ne s'en détache jamais tout à fait. Comment avez-vous appris la mort de Monsieur Guillaumin? Par le journal. Je pouvais pas y croire, surtout que... Oui. Rien, je pouvais pas y croire, c'est tout. On n'imagine pas ces choses-là. On voit les gens, on vit avec eux, il ne vient pas à l'idée qu'un jour ils ne seront plus là, qu'on ne les verra plus. On a l'impression que les personnes qu'on connaît ou qu'on a connues ne disparaîtront qu'avec soi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Depuis quand avez-vous cessé de voir Monsieur Guillaumin? Bon, ça va faire des années, 5 ans, 6 ans peut-être. Enfin, puisque vous semblez tout connaître, vous devez savoir aussi, commissaire, qu'un jour il m'a lâché. Bon, oui, je sais. Je sais, les femmes n'avouent pas volontiers ce genre de mésaventures, pour leur standing. Elles ont tort. Il vaut mieux passer pour une femme abandonnée que pour une garce. Bon, de toute façon, c'était normal. Il ne m'avait rien promis. Bon, je lui avais rien demandé non plus. Il était riche. Il était jeune. C'était un fils de famille. Tous les fils de famille ont une danseuse dans leur vie. C'est leur certificat de mauvaise conduite. Leur diplôme en poche, ils retournent chez eux, chacun chez soi. Vous savez ce que c'est que ça? Oui, une épingle à cheveux. Pour tenir les chignons. Oui, je n'ai pas défendu de s'en servir pour tenir un chignon, oui. Comment tenez-vous le vôtre? Et où voulez-vous en venir, commissaire? Pourquoi êtes-vous allé voir Monsieur Guillaumin dans son bureau? Je n'y suis pas allée. Si, cette épingle est à vous. Il y a les mêmes sur votre table, là. Mais rien ne ressemble plus à une épingle à cheveux qu'une autre épingle à cheveux. Toutes les femmes s'en servent. Oui, mais toutes les femmes n'étaient pas ce matin à l'enterrement de Monsieur Guillaumin. On vous y a vu. Pourquoi ce renouveau d'intérêt? Pourquoi êtes-vous allé le voir? J'avais besoin d'argent. Je travaille plus ou moins. En ce moment, plutôt moins que plus. Je ne suis pas dans un subventionné, je ne suis pas dans une troupe. Voulez-vous danser à Paris à moins de faire du striptease? Regardez ça, tenez. La note du téléphone, celle du gaz, de l'électricité, de l'eau. Même une note de l'épicier. Que voulez-vous? Je mange et je bois comme tout le monde. Je ne possède qu'une chose, mais j'y tiens. C'est cet appartement, je veux le garder. Et quand vous êtes allé voir Monsieur Guillaumin à l'usine, vous étiez sûr de le trouver? Oui, je lui avais téléphoné le matin. Il m'avait donné rendez-vous. Il vous a remis de l'argent? Ce qu'il avait sur lui. Très peu de choses, 8 000 francs. Les hommes qui ont de l'argent n'en ont jamais sur eux. Mais il m'avait promis de m'envoyer un mandat le lendemain matin. Pas de chance. De quoi avez-vous parlé? De lui. C'est un sujet qu'il affectionnait particulièrement. Il m'a raconté sa vie. Il allait avoir un enfant. Ça m'a fait quelque chose. Moi, je n'avais jamais voulu. Je voulais faire une carrière. Quelle idiote. Vous l'avez quitté vers quelle heure? Je sais pas. Vers 8h30, peut-être 9h. Sincèrement, je ne sais pas. Où êtes-vous allé ensuite? Ici, j'ai fait une lettre à ma mère. Pour lui dire que tout allait bien, que j'avais des projets. Puis je suis descendue mettre la lettre à la boîte en face de chez moi. Après, je suis montée chez une amie qui habite à côté. On a regardé la télévision. J'y suis restée jusqu'à minuit à peu près. C'est tout. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Chercher du travail, c'est une occupation, croyez-moi. Peut-être une tournée. Que voulez-vous pour nous? Il n'y a pas de milieu. Ou c'est l'opéra ou les cinémas de province. Bien, si vous partez, prévenez-moi. À la PJ, commissaire Frémont. Si vous ne partez pas, prévenez-moi aussi. On pourra peut-être
faire quelque chose. Merci. Merci, vous êtes chic. Mais vous savez, je sais pas faire grand-chose, hein, je danse. Et encore. Il faut bien le dire, si je dansais bien, ça se saurait. Allez, au revoir, commissaire. Au revoir, monsieur. Pauvre môme. Elle est gentille. Oui, dans son métier, c'est un handicap. Allez, en route, à Anguin. À cette heure-ci? À cette heure-ci, oui, je sais. On est un peu en retard pour le déjeuner, mais ça ne fait rien. Ce n'est pas nous qui nous mettrons à table. Je ne vous attendais pas de si tôt, commissaire. Asseyez-vous. Vous aussi, monsieur, je vous en prie. Merci, madame. Prendrez-vous quelque chose? Du thé, du café, un whisky? Oui, pour moi, ce sera plutôt... Non, rien. Nous ne prendrons rien. Ah. Si vous le permettez, je prendrai moi volontiers un verre, commissaire. Ça n'est pas interdit. Vous êtes chez vous, madame? Oui. Je suis encore chez moi. Il semble, commissaire, que je doive vous aider. Sinon, nous n'en sortirons pas. Qu'avez-vous découvert? Et car vous n'êtes pas venu à Anguin pour admirer le lac ou vous soigner la gorge. Où étiez-vous le soir du crime? Ah. Le cinéma ne vous a pas convenu? J'aurais pu vous croire, certes, mais... Pourquoi faut-il que les gens qui mentent se croient obligés de donner des détails? Gilbert Bécaud? Non. Zizi Jambet. C'est vous qui l'avez cité, commissaire. Mais vous ne m'avez pas démenti. Évidemment. Où étiez-vous? À Paris. Pas plus tôt? Non, commissaire, à Paris. Voilà bien longtemps que je n'allais plus à l'usine. Depuis la mort de mon père. Donc vous étiez à Paris. Chez qui? Chez un ami. Celui qui vous accompagne en voiture. Oui. Mais pourquoi ne me l'avoir pas dit tout de suite? Parce que je ne veux pas que mon mari soit au courant. Enfin, comprenez, commissaire. Mais je comprends, madame. Je comprends quand on m'explique. Expliquez-moi. Que fait, à votre avis, une femme qui s'aperçoit que son mariage a été une erreur? Elle trompe son mari. Ou elle divorce. Peu importe la chronologie, commissaire. L'ordre n'est pas le même pour chacun. Moi, j'ai d'abord trompé mon mari, je divorce ensuite. Je lui ai demandé ma liberté. Quand? Il y a quelques jours. Essayez d'être plus précise. Quel jour exactement? Je crois... Oui, c'est cela, le matin du jour où mon frère est mort. Monsieur Allard s'est-il opposé au divorce? Pas vraiment. Il a demandé quelques jours de réflexion. C'est pour cela que j'ai menti ce matin. Je ne veux pas qu'il ait une preuve contre moi. Je comprends très bien. Puis-je le voir? Certainement, je vais l'appeler. Il est à côté dans la bibliothèque. Puis-je compter sur vous, commissaire? Oui, mais alors, n'oubliez pas, c'est Catherine Valente qui jouait dans Casino de Paris, pas Zizi Jean. Je n'oublierai pas. Merci. André, veux-tu venir, s'il te plaît? Le commissaire Frémont est là. Bonjour, commissaire. Bonjour, monsieur. Excusez ma tenue, mais je suis consigné à la maison. Ordre de ma femme. Une mauvaise grippe, paraît-il. C'est aussi pour ça que je ne me suis pas rendu à votre convocation ce matin. Je sais, Madame Allard me l'a dit. Mais vous n'avez rien pris. Simone, fais-nous du thé, veux-tu? Non, c'est inutile. Si, je vous en prie, j'en prendrai avec vous. Pardonnez-nous, la bonne est sortie. Non. Commissaire, la bonne n'est pas sortie, nous n'en avons plus depuis 1 an. Je vais faire le thé. Les femmes sont ainsi. On essaie de cacher nos petites misères quotidiennes et tout d'un coup, les mensonges deviennent inutiles, elles avouent tout sans qu'on leur demande rien. Et, en effet, nous n'avons plus de bonne depuis 1 an.
Les affaires deviennent difficiles. Que faites-vous? Je vends des tableaux. Ceux des autres, bien sûr. Et d'inconnus de préférence. À notre époque, c'est une vocation, plus un métier. Les gens se méfient de ce qui n'est pas célèbre. Ils ont souvent raison. Ah, c'est un cercle vicieux. Si on n'achète pas les œuvres des inconnus, ils ne sont jamais célèbres. Alors comment voulez-vous en sortir? Où étiez-vous la nuit où a été assassiné votre beau-frère? Oh. C'est la douche écossaise, commissaire. Je ne m'attendais pas à cette question. Mais j'étais ici, naturellement. Ma femme a dû vous le dire, ma grippe débutait. Vous étiez seul? Oui. Je suppose que c'est ennuyeux. Ma femme était à Paris. Elle a passé la soirée dans un cinéma. Elle a vu, je crois, Casino de Paris. Avec Gilbert Bécaud. Oh, c'est bien possible. J'étais au lit quand elle est rentrée. Saviez-vous que votre beau-frère allait avoir un enfant? Oui. Oui. Ma femme me l'avait appris le matin même. Son frère lui avait téléphoné. Quelle a été votre réaction à votre femme et à vous? Nous avons été surpris. Agréablement, ça va sans dire. Mon beau-frère réalisait ainsi le vœu le plus cher de son père, la continuation du nom. Guillaume. Ça a l'air un peu ridicule, monsieur le commissaire, à l'époque où nous vivons, mais dans la famille de ma femme, on attache beaucoup d'importance à la continuation de la race. Que voulez-vous, commissaire? Chacun a sa marotte. Celle-ci n'était guère dangereuse. Oh, certes non. Aussi, nous nous sommes réjouis de cette prochaine descendance, même si mon beau-frère ne nous était pas particulièrement sympathique. Pourquoi cela? Monsieur le commissaire, lorsqu'on entre dans une famille qui se veut être une grande famille, il faut y rencontrer, pour s'y trouver à l'aise, une certaine complicité. Ça peut remplacer l'affection. Le moins qu'on puisse dire, c'est que lorsque nous nous sommes mariés, ma femme et moi, nous n'avons rencontré que réprobation générale. Du père et du fils. Les Allard, paraît-il, ne valaient pas les Guillaumin. Je reconnais, il est vrai qu'aucun de mes ancêtres ne se trouvait agressif. Étiez-vous au courant de la liaison de votre beau-frère avec sa secrétaire? Oui, naturellement. Encore qu'ils essayaient de la tenir secrète. J'étais assez content de cette bonne farce que leur jouait la nature. Et j'avais une certaine tendresse pour cette petite belle-sœur qui renversait le protocole, légitimait la mésalliance et apportait un sang nouveau, mais combien prolétaire, au sang des Guillaume. Car il ne faisait aucun doute qu'il aurait reconnu l'enfant et épousé la mère. Pourquoi avez-vous épousé votre femme? Pourquoi j'ai... Oh, quelle drôle de question, commissaire. Ne peut-il vous venir à l'idée que nous nous aimions? Ça arrive. Il fallait vraiment que notre amour fût véritable pour renverser tous les obstacles. Vous aurait-on dit le contraire? Et aujourd'hui, êtes-vous prêt à accepter le divorce? Ah, vous êtes au courant. Je ne pense pas que j'aurais accepté. Vous n'avez pourtant pas refusé de façon catégorique, vous avez demandé le temps de la réflexion. Moins pour réfléchir moi-même que pour en laisser le temps à ma femme. Votre beau-frère, vous voyait-il sa sœur? Non, il se disait tu. Ainsi, lorsque M. Guillaumin, téléphonant à votre femme, lui dit « Ma chère, j'ai une bien mauvaise nouvelle pour vous. Jacques Guillaumin va être père », il entendait que la nouvelle serait mauvaise et pour votre femme et pour vous-même. J'ignorais cette phrase. Mais si on vous l'a répétée, c'est qu'elle est exacte. C'était d'ailleurs assez dans sa manière. Il regardait le monde de haut, certes, mais il pensait que le monde entier qu'il méprisait lui en voulait. Il croyait volontiers que ce qui lui arrivait d'heureux devait forcément porter ombrage à autrui. Pendant cette soirée où vous étiez seul chez vous, vous n'avez pas regardé un programme de télévision, écouté la radio? Ah non, je suis désolé, commissaire, non. Nous n'avons pas la télévision. Quant à la radio, elle est dans la bibliothèque. J'étais au lit, vous ai-je dit. Ma chambre est au premier. J'ai lu. Un roman policier, d'ailleurs. Quand on a la migraine et la grippe, c'est la seule lecture qui ne fatigue pas. Mais votre insistance, commissaire, me fait comprendre qu'il me faudrait un meilleur alibi. Malheureusement... Avouez qu'on ne peut pas, à chaque fois qu'on est seul chez soi, inviter du monde pour être garant de sa bonne foi. Oh, vous permettez? Ne te dérange pas, Simone, j'y vais.
Oh, excusez-moi, monsieur. C'est pour votre facture. L'autre jour, quand vous êtes venu chercher votre voiture, les bureaux venaient de fermer. Le patron m'a dit de vous remettre ça, mais que ça ne pressait pas. Vous passerez au garage quand vous voudrez. Oui, oui, merci. Je réglerai demain. Attends. Non, je te donnerai quelque chose un autre jour. Ma monnaie est là-haut. Ça ne fait rien, monsieur. Votre grippe va mieux? Vous permettez, 100 francs, ça va hein? Vous me les rendrez tout à l'heure. Merci, monsieur, mais c'était pas pressé. Au revoir, monsieur. Au revoir, à demain. Merci, commissaire. Vous voilà mon débiteur. Qui était-ce? Michel, le garçon du garage. J'ai pas payé l'autre jour, j'ai pris la voiture à 30 €. Ah. Le thé infuse, il va être prêt dans quelques secondes. Quand? Pardon? Non. Non. Excusez-moi, madame. Non, je voulais dire, quand monsieur Allard a-t-il pris sa voiture trop tard? Ah, il y a quelques jours, j'avais fait laver. Peut-être avez-vous remarqué, commissaire, en arrivant ici, le petit garage qui est en face de chez moi. Une sorte de station-service. On lave, on graisse les voitures. C'est très commode d'avoir ça à sa porte. C'est d'ailleurs mon seul voisin. Mais malheureusement, on ignore tout de la mécanique. Mais enfin, pour l'entretien, c'est suffisant. Du lait ou du citron, commissaire? Du sucre, simplement. Oui. Merci. Merci. Puis-je avoir cette facture, monsieur? Pourquoi pas, commissaire? Tu n'as pas servi monsieur, Simone? Oh, pardon. Du lait ou du sucre, monsieur? Du citron, s'il vous plaît. Trouvez-vous à ce papier une éloquence particulière, commissaire? Les chiffres ont-ils pour vous une signification spéciale? Oh, les chiffres, plus ou moins. Hein. Mais les dates, quelquefois. Ah. Ainsi, vous avez fait laver votre voiture le jour où on a assassiné votre beau-frère. C'était ce jour-là? Ah, c'est possible. Je vois pas, commissaire, ce qui aurait pu m'interdire, d'ailleurs, de faire laver ma voiture ce jour-là. Rien, absolument. Mais vous m'avez bien dit que c'est ce jour-là que votre grippe a débuté. Ah, en effet. Donc, vous avez pris votre voiture en face de chez vous l'avez rangée. Où la rangez-vous? Mais dans le box, maintenant, à la maison. Vers quelle heure l'avez-vous prise au garage? Vers 19h30 à peu près. Les bureaux venaient de fermer, le garçon vous l'a dit. Très bien, très bien. Donc, à 19h30, vous prenez au garage votre voiture qu'on vient de laver, vous la rangez dans le box près de votre maison, vous montez dans votre chambre, vous vous mettez au lit pour soigner votre grippe. C'est bien cela. Oui. Oui, ça me paraît un peu schématique, mais en gros, c'est ça. Parfait. Donc, votre voiture, puisque vous n'êtes pas sorti depuis et que votre femme ne conduit pas, doit se trouver dans son box, tel que vous l'y avez laissé. Je suppose que oui. Comment vous supposez? Enfin, je veux dire oui. Oui, elle doit y être. Puis-je la voir? Mais, mon Dieu, oui, commissaire. Vous verrez une voiture de série, 5 chevaux. Je vais chercher la clé du garage. Elle est en haut dans ma chambre. Je ne comprends pas, commissaire. Où voulez-vous en venir? Je n'en sais trop rien, madame. Admettons que j'ai la passion des voitures, comme votre mari a la passion des tableaux. Car il a la passion des tableaux, n'est-il pas vrai? Sans doute, oui. Son métier l'y oblige. Et alors comment expliquez-vous qu'il n'y en ait pas un dans ce salon? Il y en a eu. Il reste sur les murs la trace de leur cadre. Besoin d'argent? Vendu? Vendu, oui. Mais vous devez le savoir, commissaire, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Par ici, commissaire. S'il vous plaît, je vous accompagne. Non, pas d'imprudence. On dit toujours que la rechute est plus mauvaise que le mal. Indiquez-moi où est le box et donnez-moi la clé, ce sera suffisant. Eh bien, voici la clé du box. La petite est la clé de contact. C'est la porte grise que vous voyez là-bas. Oh, vous avez raison, il fait très très froid. Je rentre, commissaire. Je vais avec vous, patron? Mais évidemment. Vous avez une idée? Oui, j'ai une idée. Maintenant, il me faut de la chance. Il pourrait faire graisser la serrure. Oh! Tout va à volo dans cette maison. Mais aide-moi, veux-tu? Appuie, là. Ah ben voilà l'objet, patron. Il avait raison, sa voiture est propre. Ça ne prouve rien.
Rien ne l'a empêché de la nettoyer une fois revenu. Rien ne s'essuie plus facilement qu'une voiture fraîchement lavée. Et puis, d'Anguin à Puteaux, il n'y a pas si loin, 10 kilomètres environ. D'autant plus que ce soir-là, il faisait sec. Oui. Regarde ce qu'il y a dedans. Oui, patron. Une lampe électrique, une carte, pastille de menthe, une paire de gants sur le siège. Hein? Ils ont l'air bizarres, ces gants, on dirait qu'ils sont neufs et pourtant ils sont sales. Tenez, patron. Mais où êtes-vous? Ici, Maxime, de l'autre côté, regarde. Quoi? Les roues. Qu'est-ce qu'elles ont, les roues? Il y en a une qui est sale. Bah, ça arrive, vous verriez les miennes. Tiens. J'ai dit, il y en a une qui est sale. Il n'y en a qu'une. Ouvre le coffre. Mais non, dans ces voitures-là, la roue de secours est sous le coffre, derrière la plaque d'immatriculation. Voilà. Oui, oui. Voilà, Maxime. Voilà la roue propre. Elle est à plat. Je comprends rien. Naturellement. La voiture a été lavée, c'est vrai. Mais elle a servi. Elle a si bien servi qu'une roue a crevé. Et on a mis la roue de secours, qui, elle, n'était pas lavée, puisqu'elle était sous le coffre. Et ces gants, Maxime. Ces gants presque neufs et qui sont pleins de graisse, tu l'as remarqué toi-même. Ils ont beaucoup servi ce soir-là. Monsieur Allard les a mis en partant de chez lui. Il les a gardés pour changer sa roue. Il les avait encore quand il est entré dans le bureau de son beau-frère pour le tuer. Mais le mobile, patron. Le mobile? Il y en a deux, Maxime. Premièrement, monsieur Allard apprend que son beau-frère va avoir un enfant. Il comprend que l'héritage de sa femme va être singulièrement diminué s'il laisse le temps à Guillaumin de prendre ses dispositions. Ce n'est pas pour sa femme qu'il fait cela, mais parce qu'il est marié sous le régime de la communauté. Le brave clerc de notaire nous l'a appris tout à l'heure. Deuxièmement, sa femme demande le divorce. Coup dur. S'il accepte, l'héritage de Guillaumin lui passe sous le nez. Il demande quelques jours de réflexion, mais il sait déjà, car il a pris sa décision, que s'il accepte jamais, l'héritage sera déjà entré dans la communauté et qu'il en aura sa part, quoi qu'il advienne. Toujours ce besoin de donner des détails. Un parfait criminel devrait être muet. Ah. Allons-nous-en. Allons-nous-en, Maxime, nous n'avons plus rien à apprendre ici. On sonne? Non, non. Entrons. Il doit nous attendre. Je vous attendais, commissaire. Oui. Je suis prêt. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Station Service, un film radiophonique de Jacques Fayet, avec Michel Bouquet dans le rôle du commissaire, Pierre Vernier, Maurice Chevitte, Jean Bollot, Georges Carmier, Jean-Pierre Lituac, Evelyne Chétrit, Laurence Weber, Rosie Wart et Jean-Charles Thibault. Bruitage Jean Berriac. Assistante Odette Jodry. Réalisation Pierre Billard.